Les amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va évoquer le début de la deuxième journée de la Ligue des Champions. On va évoquer un peu tous les matchs qui ont eu lieu hier. On sera là aussi pour débriefer les matchs de demain et d'après-demain. La Ligue des Champions s'étend sur toute la semaine à notre plus grand bonheur et je vais essayer d'avoir un mot pour les 9 matchs qui ont été disputés hier sur les différentes pelouses européennes. Alors évidemment, je n'ai pas pu tout voir. Je me suis focalisé sur les clubs français, mais j'ai essayé de regarder tous les résumés pour que vous ayez droit à votre contenu informatif. À chaque fois, je vais essayer de dresser les enjeux et les dynamiques des différents matchs, vous donner là aussi ce contenu informatif, dresser un contexte pour pouvoir analyser tout ça évidemment tous ensemble. On va commencer par évoquer les matchs de 18 h avec un club français qui était engagé, Brest, qui jouait son deuxième match de son histoire dans une compétition européenne et qui a une nouvelle fois gagné dans la ville de Mozart à Salzbourg. Les Brestois ont livré leur partition, ça ne vient pas de moi, ça vient du commentateur de Canal+. J'ai trouvé cette citation assez intéressante et pertinente. Et victoire de Brest 4-0 sur la pelouse de Salzbourg, mais ça ne reflète pas vraiment la physionomie du match. J'ai pas envie de jouer les sceptiques ou le casseur d'ambiance pour les Brestois qui ont évidemment vécu un moment historique et ça ne change rien à la victoire de Brest, bien sûr. C'est quand même une démonstration, c'est quand même un sacré tour de force, mais Brest s'est quand même imposé contre la physionomie du match. Selon moi, Salzbourg a nettement dominé la première mi-temps en se créant énormément d'occasions, beaucoup de menaces sur le but du gardien international néerlandais Marco Bizot, mais finalement cette équipe de Salzbourg, en se projetant excessivement sur le but brestois, a laissé énormément d'espace derrière. Et quand vous regardez le but de Sima, eh bien il y a un 2 contre 2 quasiment, une équipe de Salzbourg qui est complètement décimée, elle s'est trop projetée, elle y est allée un peu trop à la hâte offensivement, ratant énormément d'occasions malgré les failles évidentes du stade brestois sur la première mi-temps, mais c'est dû au fait aussi que Brest à la base n'a rien à faire là. Brest est une équipe de Ligue 1. Salzbourg est une équipe qui a l'habitude de venir en Ligue des Champions, qui a même joué des huitièmes il y a quelques années. Je crois qu'ils avaient joué le Bayern Munich. Donc Salzbourg est une équipe d'une meilleure qualité. Qui plus est, à domicile, c'était tout à fait normal que les Autrichiens se procurent plus d'occasions et qu'on voit beaucoup de failles dans l'arrière-garde brestoise. Mais au final, cette équipe de Salzbourg s'est beaucoup trop projetée. Elle a laissé trop d'espace dans son dos. Elle a été inefficace offensivement malgré les lacunes de Brest et ça a permis à Jorge Kessima de construire leur petite action à deux. Mais quand vous regardez l'action, il n'y a quasiment pas de défenseur pour défendre sur eux et la finition de Sima est excellente. La passe d'Ajor est incroyable et au final, ça donne ce but de Brest. On voit la complémentarité entre ces deux attaquants qui sont très différents en termes de profil, mais qui sont très complémentaires. Ajor en point de fixation, Sima qui vient un peu derrière, t'as ta caution technique avec Del Castillo sur le côté qui est un joueur assez intéressant. Au milieu avec Magnetti, Madi Camara qui est allé de son but. Sur le banc aussi, j'ai été surpris de la qualité du banc brestois. Kamori Doumbia, Romain Fèvre, donc il y a quand même de la qualité technique, notamment sur le banc de Brest derrière pour venir aussi foutre le feu dans la défense adverse. Donc on voit que c'est plutôt qualitatif. Brest a été évidemment très efficace puisque Salzbourg a eu le ballon, Salzbourg a eu énormément d'occasions, ils ont laissé beaucoup d'espace dans le dos, ce qui a permis à Brest de s'y insérer, de s'y engouffrer. Mais au final, cette équipe brestoise, elle a été étonnante de réalisme. Je rappelle que cette équipe de Brest s'est inclinée vendredi soir face à Auxerre. Auxerre promu en Ligue 1, Brest s'est incliné 3-0. Et ça nous montre quand même que ça change complètement du tout au tout. Souvent, c'est une histoire de motivation et d'état d'esprit. Et Brest en a fait preuve hier en étant beaucoup plus réaliste. Et quand vous regardez les buts, le premier, c'est parce que Salzbourg se projette trop vers l'avant et donc il y a beaucoup trop d'espace dans le dos. Il y en a deux autres qui viennent d'une erreur défensive et puis tu as une frappe de loin. Alors, je suis loin de moi l'idée de rabaisser ce qu'a fait le Stade brestois, mais il faut quand même souligner les choses. Je donne des faits, c'est des erreurs individuelles de Salzbourg. C'est aussi le fait que l'équipe autrichienne laisse beaucoup trop d'espace dans le dos. Salzbourg a nettement dominé le match, mais Brest a été monstrueux de réalisme et ça, il faut évidemment le souligner et le mettre au crédit de l'équipe coachée par Eric Roy. Donc, je n'ai pas du tout envie de descendre ce qu'a fait Brest. C'est évidemment super intéressant. Une victoire est une victoire qui plus est historique, gagnée en Autriche face à une équipe qui a l'habitude de venir en Ligue des Champions, qui a beaucoup plus d'expérience que toi, qui a beaucoup plus de qualité individuelle et collective que toi. À la base, c'est quand même un super résultat et il faut évidemment féliciter les Brestois pour ce succès, une nouvelle fois historique. Décidément, les équipes autrichiennes sourient au stade brestois. L'autre match qui se disputait à 18 h, c'était entre Stuttgart et le Sparta Prague. Le Sparta Prague qui avait étrillé Salzbourg, lors du premier match, face à une équipe de Stuttgart qui avait vraiment inquiété le Real Madrid. Stuttgart avait perdu à cause de la qualité individuelle du Real Madrid devant, mais ils avaient montré
de très belles choses sur le plan collectif et c'était un match plutôt équilibré avec un match nul entre les deux équipes, un statu quo, mais je voyais quand même Stuttgart à domicile, équipe de Bundesliga. Je pensais vraiment que Stuttgart allait s'imposer face au Sparta, mais le Sparta est très bon dans le championnat tchèque. Ils ont quand même étrié Salzbourg lors du premier match, donc c'est pas étonnant aussi. Le Sparta Prague, ça fait partie de ces équipes tchèques, ukrainiennes, roumaines qui ont l'habitude d'être accrocheuses lorsqu'ils viennent jouer dans les 5 grands championnats européens. Donc finalement, c'est un nul qui n'est pas si surprenant que ça, même si je pensais que Stuttgart était au-dessus. Après, c'est parce qu'on méconnaît Sparta Prague, je ne regarde pas le championnat tchèque, donc je méconnais un peu cette équipe, mais Stuttgart, je la voyais vraiment au-dessus et je pensais que l'équipe allemande allait s'imposer. Finalement, match nul, ça ne fait pas les affaires de Stuttgart, parce que le Sparta s'étant imposé sur son premier match, ça fait un compte de 4 points, d'autant plus que Stuttgart, alors que Stuttgart, malheureusement, a perdu son premier match face au Real et se retrouve à faire match nul face au Sparta. Donc, au niveau des comptes du club de Stuttgart, c'est évidemment difficile et ça ne reflète pas tout ce qu'ils ont produit depuis le début du tournoi. Face au Real, ils ont été bons. Hier encore, ils ont proposé des choses intéressantes. Donc, c'est un peu injuste pour Stuttgart. On va maintenant aborder les matchs de 21 h et là, il y a eu des choses encore très intéressantes, des matchs riches en enseignement avec des cartons offensifs un peu partout en Europe et ce nouveau format de la Ligue des Champions qui avait à la base était fait pour réduire l'écart entre les gros et les petits, ben on voit hier que ça ne fonctionne pas vraiment parce qu'il y a eu beaucoup de matchs entre des cadors et des équipes un peu plus modestes et les cadors ont vraiment étrié ces équipes dites plus modestes. On a par exemple Dortmund Celtic, on a Barça Young Boys, on a Slovan Bratislava Manchester City et à chaque fois on n'a pas de surprise et en plus de ne pas avoir de surprise, on a des cadors qui sont largement au-dessus de leurs adversaires et qui leur collent des déculottés absolument exceptionnels. On va commencer par évoquer Dortmund Celtic avec un Karim Adeyemi qui a été extraordinaire. Beaucoup de supporters du Borussia Dortmund avaient reproché à l'international allemand d'avoir presque coûté la finale de la Ligue des Champions à Dortmund face au Real la saison dernière à cause de son inefficacité. Depuis qu'il est arrivé du côté de Dortmund, l'ancien de Salzbourg n'a pas vraiment explosé comme le public allemand l'aurait voulu. Il n'a pas été convoqué au dernier Euro par Nagelsmann. Il a même été renvoyé avec les espoirs où il est très bon, il avait mis un triplé, je crois, il y a quelques semaines. Et il faut dire que Karim Adeyemi réalise un excellent début de saison. Et hier, il marque un triplé, il met 2 buts absolument exceptionnels. Premier poteau, pleine lucarne. Donc on voit qu'au niveau de la finition, c'est un joueur qui a beaucoup progressé. C'est ce qui lui manquait un peu, Adeyemi. Adeyemi, c'est un joueur qui court très vite, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité technique, mais des fois, il court tellement vite, il dribble tellement bien son vis-à-vis que quand il arrive devant la cage, il peut manquer quelque peu de lucidité. J'ai l'impression que depuis le début de la saison, il a quelque peu rectifié ce défaut qu'il avait. Il va un peu moins vite pour prendre le temps de mieux finir et ça s'est vu hier face au Celtic. Le Celtic avait pourtant égalisé par l'intermédiaire de l'international japonais Daisen Maeda, mais derrière, cette équipe du Borussia Dortmund a totalement déroulé, triplé d'Adeyemi, doublé de Guirassy. Au final, un carton offensif de cette équipe du Borussia Dortmund qui était largement au-dessus de son adversaire. Le Celtic qui avait pourtant étrié le Slovan Bratislava lors de son premier match a complètement coulé du côté du Signal Iduna Park et Dortmund est pour le moment leader de ce nouveau format de la Ligue des Champions puisqu'ils avaient déjà gagné leur premier match 3-0 à l'extérieur face à Bruges, mais c'est un match qui est riche en enseignements pour Dortmund qui, après le revers subi face à Stuttgart il y a une semaine et demie en championnat, a su se relancer en Bundesliga en s'imposant 4 buts à 2 face à Bochum ce week-end et en gagnant 7 buts à 1 face au Celtic. Donc on voit que cette attaque du Borussia Dortmund avec Guirassy, avec Adeyemi qui a su se relancer, parvient totalement à faire oublier pour le moment les départs de Sancho ou encore de Niklas Füllkrug et même de la légende Marco Reus. On parle maintenant du Barça, le Barça qui là aussi nous a livré un récital offensif. J'ai eu l'impression de revoir le grand Barça, ce Barça qui mettait des 5-0, des 6-1 en phase de poule de Ligue des Champions. Ça faisait longtemps que le Barça n'avait pas autant cartonné offensivement. Ils l'ont fait depuis le début de la saison sur Hansi Flick avec le 7-0 notamment face à Valladolid. Donc il y a eu quand même des récitos de la part de cette équipe du FC Barcelone, mais là c'est en Ligue des Champions. Je rappelle que le Barça avait perdu son premier match face à Monaco 2 buts à 1 en prenant un carton rouge très tôt, donc ça leur a pas permis de s'exprimer comme ils l'auraient souhaité, mais hier 5-0, un Lewandowski qui sous Hansi Flick est toujours aussi performant et derrière des individualités qui sont très fortes avec Rafinha qui s'épanouit vraiment dans le collectif de Hansi Flick et une équipe du Barça qui a levé les doutes. Barcelone qui s'était incliné du côté de Pampelune ce week-end face à Osasuna en encaissant 4 buts, a un peu mis fin au doute. Alors oui, tu affrontes une équipe des Young Boys qui est très faible, mais c'est quand même une équipe qui est l'un des cadors du championnat suisse et la Ligue des Champions.
et s'imposer 5-0 comme ça face aux Young Boys, ce n'est pas anodin. Ça montre que cette équipe ne s'est pas laissée abattre suite au revers ce week-end face à Osasuna, ne s'est pas laissée abattre suite à la défaite face à Monaco et continue son bon début de saison. Parce qu'avant ces deux revers-là, Barcelone était sur un excellent début de saison et ça continue en Ligue des Champions avec ce carton qui va évidemment redonner de la confiance, même s'il faut prendre en compte dans ce genre de match de début de Ligue des Champions la faiblesse des adversaires. On parle maintenant de Manchester City pour clôturer sur ces cadors qui se sont baladés sur les différentes pelouses européennes avec City pardon, qui était en déplacement du côté du Slovan Bratislava. Bratislava qui s'était fait étrier lors de son premier match face au Celtic. Le Celtic s'étant incliné 7-1 face au Borussia Dortmund. Je ne donnais pas cher de la peau des Slovaques face au collectif bien huilé de Pep Guardiola. Et finalement, cette équipe de City a totalement déroulé hier, se payant le luxe notamment de mettre Kyle Walker sur le banc pour faire jouer le jeune Rico Lewis qui est allé de sa passe décisive pour Erling Haaland. Erling Haaland buteur très clinique devant le but, là aussi avec un but un peu à la Ronaldo Nazario, dribblant le gardien et finissant du pied droit. Donc voilà, une équipe de Manchester City qui a largement dominé le Slovan Bratislava. Et j'ai l'impression que c'est des matchs qui servent un peu à rien puisqu'on sait ce qui va se passer. Alors moi, j'imaginais peut-être le Slovan Bratislava créer la surprise, mais c'est rare. Il y a vraiment une chance sur 10 que une équipe comme le Slovan Bratislava surprenne Manchester City. Donc c'est un match qui est à voir parce que tu vas voir un collectif très bien huilé, mais si tu es du côté slovaque, c'est interminable quoi. Et on voit la différence de niveau entre les deux équipes. D'ailleurs, je ne sais pas ce que fait le Slovan Bratislava en Ligue des Champions. Je ne sais pas comment ils se sont qualifiés pour la compétition, mais ils m'ont l'air quand même beaucoup plus faibles que les 35 autres équipes qui sont engagées dans la compétition. Mais c'est normal. Quand tu passes de 32 à 36 équipes, les 4 équipes que tu vas rajouter, elles sont forcément plus faibles parce qu'elles n'étaient pas là lors de l'édition à 32. Elles n'auraient pas été là si la Ligue des Champions se jouait à 32. Je pense que si la Ligue des Champions se jouait à 32, le Slovan Bratislava n'aurait pas été de la partie, tant cette équipe me paraît être plutôt faible, parce que même sur les contres, ils n'ont pas exploité les faiblesses de Manchester City hier soir, en tout cas du résumé que j'ai vu. Donc voilà, plutôt intéressant là aussi comme enseignement du côté de cette équipe de Manchester City qui a encore une fois déroulé. On va maintenant parler d'Arsenal Paris Saint-Germain. C'est là évidemment le gros du sujet. Je vais essayer d'en parler pendant 2 ou 3 minutes parce que j'ai vu le match et j'ai vu une équipe du Paris Saint-Germain qui était en dessous de tout. Alors Dembélé écarté, Asensio revenant de blessure, Gonzalo Ramos out pour plusieurs mois suite à une grave blessure. Luis Enrique a dû improviser et finalement il a fait jouer les joueurs qu'il avait sous la main. Il ne fait pas vraiment confiance à Randal Colomwani, il est friand du système sans du vrai numéro 9, donc il a décidé de mettre Kanguili en faux neuf qui avait été très bon face à Rennes vendredi dans ce registre-là, mais là tu jouais Saliba et Gabriel, donc forcément c'est un peu différent. Peut-être Luis Enrique a-t-il voulu surprendre Mikel Arteta en jouant sans neuf, puisqu'on sait que Saliba et Gabriel c'est la meilleure charnière centrale d'Europe. Si tu leur mets un neuf comme Colomwani, je pense qu'ils vont le manger tout cru, donc il a peut-être eu peur de tout ça, et il s'est dit si je mets un faux neuf qui évitera les duels avec Saliba et Gabriel, je vais peut-être surprendre le coach d'en face. Bon, pourquoi pas. Derrière, il y a Désiré Doué, dont c'était le premier match en Ligue des Champions, et qui face à l'intensité mise par une équipe de Première Ligue a clairement été en dessous de tout, mais c'est compliqué de reprocher à un gamin de 19 ans qui n'a jamais joué la Ligue des Champions, qui n'était même pas à son poste, il a été titularisé côté droit, c'est dur de lui reprocher de ne pas avoir été bon, qui plus est dans un collectif qui n'a pas vraiment fonctionné. Vitinha, Joao Neves et Warren Zaïre-Emery, je trouve que ça manque quelque peu de physique face à des mecs comme Declan Rice, face à des mecs comme Thomas Partey qui sont biberonnés à la première ligue, qui sont biberonnés à ces matchs avec beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité, qui sont aussi friands de la salle de sport. Et ça se voit quand tu joues Vitinha et Joao Neves. Techniquement, évidemment, c'est très bon, mais physiquement, ça manque un peu d'impact pour aller inquiéter Declan Rice et Thomas Partey. Et même Zahir Emery, dont la qualité principale est d'aller récupérer des ballons et d'imposer un défi physique, bah, le pauvre garçon, quand il se retrouve face à Declan Rice ou Thomas Partey, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc le milieu de terrain du PSG, technique, mais trop tendre sur le plan physique, et même techniquement, Declan Rice et Thomas Partey, ils sont quand même très bons aussi. Donc même techniquement, quand tu joues face à une équipe d'Arsenal qui a des idées de jeu comme celle de Mikel Arteta, même si Declan Rice et Thomas Partey peuvent sembler être en dessous techniquement de Vitinha et Joao Neves, bah, eux, ils jouent dans un vrai collectif. Et le fait de jouer dans un vrai collectif, ça leur donne évidemment un coup d'avance sur Vitinha et Joao Neves qui ont essayé de patauger dans ce collectif qui ne marche pas vraiment bien. Barcola un peu esselé, systématiquement dos au jeu, en manque de solutions. Un Nuno Mendes qui ne se projette plus vraiment vers l'avant et qui a été mis à mal par Bukayo Saka. Donc
c'est vraiment compliqué cette équipe du Paris Saint-Germain parce qu'on ne décèle pas vraiment de collectif. Et c'est ce qui avait été prôné par Luis Enrique à la base. Luis Enrique voulait un collectif. Pour l'instant, on ne le voit pas vraiment face à une équipe d'Arsenal qui n'a pas dû forcer son talent. Hier, c'est pas le Arsenal qu'on avait en première ligue. C'est une équipe d'Arsenal qui a essayé un temps de jouer haut, un temps de laisser le ballon au Paris Saint-Germain en jouant un peu plus bas. Ils ont maîtrisé les deux sujets à chaque fois puisqu'ils ont réussi à vraiment inquiéter le Paris Saint-Germain dans les deux styles. Ils ont été très modulables, hein, en jouant très haut d'un côté et puis en attendant un peu plus bas à 2-0. Et puis les deux buts d'Arsenal, c'est pas des actions hyper bien construites. Alors le centre de Trossard est très beau, la tête d'Havertz et le déplacement, tout est parfait, mais c'est dû à une boulette de Pacho qui laisse Havertz se déplacer dans l'espace et à une sortie défaillante de Donnarumma à ce but-là. Et puis le deuxième but, que dire du deuxième but où Donnarumma est masqué par sa défense et où il n'a pas le réflexe de prendre ce ballon des deux mains, pourtant un ballon qui ne venait pas forcément très vite. Donc une équipe du PSG en dessous collectivement face à une équipe d'Arsenal qui n'a pas dû forcer son talent. Arsenal n'a pas mis énormément d'intensité non plus, ils se sont contentés des deux buts marqués qui proviennent d'erreurs individuelles du Paris Saint-Germain et au final ils se sont un peu reposés là-dessus, laissant le ballon sur la deuxième mi-temps au Paris Saint-Germain en jouant un peu plus bas pour souffler un peu en vue du match de Première Ligue ce week-end. Donc au final ils ne se sont pas vraiment pris la tête. On va évoquer maintenant, les derniers matchs avec Leverkusen AC Milan, la défaite de l'AC Milan qui s'était pourtant relancé avec 3 victoires de rang sur les 3 derniers matchs de Serie A après un début de saison laborieux, dont une victoire dans le derby face à l'Inter. L'AC Milan qui avait été surclassé face à Liverpool lors du premier match. Et bien hier, ils se sont de nouveau inclinés face à une équipe du Leverkusen qui a eu un peu de réussite. Ce ballon sur le but de Boniface, eh bien, revient sur l'attaquant nigérian qui a plus qu'à finir dans la cage vide. J'ai vu une équipe de l'AC Milan qui a énormément poussé sur les dernières minutes, mais ça n'a pas été suffisant au final, pas assez efficace. Mais c'est inquiétant pour l'AC Milan qui, même si il a affronté deux équipes de grande qualité sur les deux premiers matchs, eh bien, s'est incliné systématiquement en se faisant manger sur le premier match face à Liverpool dans l'impact, mais aussi dans la qualité collective et en manquant quelque peu de réussite et en étant un peu inefficace offensivement face au Bayer Leverkusen avec notamment la barre transversale de Théo Hernandez. Mais bon, je pense que l'AC Milan sur les prochains matchs, il y aura des adversaires un peu plus à leur portée et ça va évidemment peut-être se décanter pour eux parce que j'avoue que jouer Liverpool et Leverkusen sur 2 premiers matchs, c'est tout de même assez compliqué, encore plus en début de saison et on sait que l'AC Milan vient de mettre la main sur un nouveau coach, donc c'est un peu difficile évidemment. On va maintenant évoquer PSV Sporting, un partout, c'était un peu le match Europa League de cette soirée, mais un match plutôt équilibré, là où on a vu énormément de matchs entre des cadors et des équipes modestes, bah, c'était un match très équilibré et au final ça s'est vu sur les résultats avec ce match nul un partout, deux équipes qui sont leaders du championnat néerlandais et portugais avec des joueurs de qualité qui fournissent souvent les sélections portugaises et néerlandaises. Un match nul un partout. Gyökeres n'a plus marqué depuis 2 matchs du côté du Sporting, c'est quand même un événement, même si 2 matchs, ça n'est pas dramatique. Il y a le jeune Quenda du côté du Sporting Portugal qui a 17 ans, que j'aime beaucoup, qui est un vrai crack et qui, je pense, fera l'objet de nombreuses offres de clubs européens sur l'été prochain, à mon avis. Et puis voilà, un match nul entre deux équipes de qualité. C'est pas des équipes qui vont prétendre à la Ligue des Champions, mais c'est des équipes sur lesquelles les clubs français ont l'habitude de se casser les dents. Je rappelle que Lille a perdu contre le Sporting lors de la première journée. Le PSV, c'est une équipe aussi qui a l'habitude d'inquiéter les clubs français. Donc voilà, deux équipes de qualité, deux équipes assez modestes en Ligue des Champions, mais qui sont quand même les représentantes de pays comme le Portugal et les Pays-Bas, qui sont souvent performants en Ligue des Champions, et un match nul, un partout, pour le seul match un peu équilibré de la soirée. Globalement, on a clairement eu des festivals offensifs de part et d'autre des terrains en Europe. Peut-être le Stuttgart-Spartak a été équilibré là aussi avec ce match nul un partout, mais sinon, on a eu que des cartons, puisque même le match entre Arsenal et le PSG, quand vous regardez le match, ça n'a pas vraiment été équilibré, puisqu'Arsenal était au-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à vous abonner aussi si vous appréciez le contenu, à partager. Merci à tous, bonne journée à vous et à la prochaine.